Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, la 5e vague de coronavirus serait-elle derrière nous? Le ministre d'État évoquait hier sur notre antenne des chiffres encourageants. Il vient d'annoncer l'assouplissement de certaines mesures. Pierre Dartout nous en dira plus dans quelques instants. Nous entendrons également la réaction du Conseil national. Un mois de mobilisation contre le cancer du côlon. Mars Bleu est l'occasion de sensibiliser la population à l'importance de se faire dépister. Nous recevrons le responsable dépistage et prévention au centre hospitalier Princesse Grasse, le docteur Henri Vinti. L'AS Monaco tout proche de l'exploit. Les Monégasques ont tenu tête au leader de l'Euroleague, le FC Barcelone, avant de s'incliner sur la fin. Résumé à suivre dans ce journal. Double événement ce week-end au Yacht Club de Monaco avec la Primo Cup et les Monaco Sportsboat Winter Series. Nous évoquerons ces deux rendez-vous avec Olivier Campana, le directeur adjoint du Yacht Club. Et puisque nous parlons sport, vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre antenne, Monaco mène 2-0 en Coupe Davis face au Maroc avant les prochains matchs de demain. Les experts analyseront les victoires de Lucas Catarina et Valentin Vachereau après ce journal. Le ministre d'État l'évoquait hier sur notre antenne, la crise sanitaire est entrée dans une phase d'amélioration, une situation qui permet de nouveaux assouplissements dans le dispositif sanitaire. Quels sont-ils et quand prendront-ils effet? Je vous propose d'écouter Pierre Dartout, il est au micro de Sandrine Nègre. Il y a d'abord un assouplissement qui est important parce qu'il concerne l'école et donc les enfants de la principauté. À partir de lundi prochain, le masque ne sera plus obligatoire en classe. Déjà la semaine dernière, nous avions dit qu'il ne serait plus obligatoire pendant les récréations. Maintenant, c'est en classe. Deuxième point, il a été décidé, c'est le souverain qui l'a décidé, qu'à partir de lundi 14 mars, eh bien, le pass sanitaire ne serait plus exigé, à l'exception naturellement des établissements de santé, c'est-à-dire des établissements hospitaliers. J'ajoute qu'il y aura d'autres mesures, notamment la possibilité de fréquenter les établissements de nuit qui jusqu'à présent faisaient l'objet d'une réglementation assez stricte, avec bien sûr un protocole comme celui qui avait été introduit au mois de juin dernier pour permettre la sécurisation des clients. J'ajoute qu'il y aura quelques modifications aussi au protocole concernant l'isolement des personnes contacts qui ont été vaccinées. Très bien. Alors concernant le pass sanitaire, il ne sera plus obligatoire à compter du 14 mars et à partir de lundi, il y a déjà un dispositif pour les personnes sur les chantiers par exemple. Pour les chantiers, absolument, pour tous ceux qui travaillent dans la construction des bâtiments. Là, sur tous les chantiers, le pass ne sera plus exigé. À partir de lundi, tout à fait. Ces nouvelles mesures sont le fruit d'un travail de discussion et de concertation entre le gouvernement princier et le Conseil national. Stéphane Valéry a d'ailleurs réagi aux annonces de ce jour. Nous sommes au Conseil national très satisfaits, je crois comme l'ensemble des Monégasques et des résidents, des mesures décidées par le prince souverain qui vont totalement dans le sens espéré, attendu, porté d'ailleurs par les élus du Conseil national lors du dernier comité mixte le 23 février dernier. Et parmi ces mesures, il y a notamment celle des masques. À compter de lundi, les écoliers n'auront plus à les porter. Oui, c'était une demande de nombreux enfants et parents. Je crois que toute la communauté éducative de la principauté, les parents et les enfants, les élèves vont se réjouir de cette mesure que nous souhaitions également. Je crois qu'il faut parler bien sûr aussi de la suppression de l'isolement des cas contacts familiaux lorsqu'ils sont vaccinés et lorsqu'ils sont négatifs. Cette mesure qui est élevée depuis début janvier en France paralysait, gênait considérablement l'organisation des entreprises, des administrations, de la vie familiale. Bien évidemment, la demande, la mesure phare, je pense, qui va être ressentie par tous, c'est la suppression le 14 mars du pass sanitaire pour accéder aux restaurants et aux salles de spectacle. Et puis, on peut bien sûr souligner une dernière mesure qui est importante, peut-être davantage pour la jeunesse, qui est l'ouverture des discothèques.
Voilà ce que nous pouvions dire sur le nouvel allègement du dispositif sanitaire en principauté. Retrouvez-en tous les détails sur nos réseaux sociaux. L'autre actualité, c'est la guerre en Ukraine. Un vaste élan de générosité s'est organisé à Monaco. La mairie a décidé de prolonger sa collecte en faveur du peuple ukrainien jusqu'à dimanche, Julia Vial. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Face à l'immense vague de solidarité pour la population ukrainienne, la mairie de Monaco a décidé de continuer la collecte de produits de première nécessité jusqu'au dimanche 6 mars, toujours à l'espace Léo Ferré. Pour y contribuer, vous pouvez déposer vos dons de 9h à 17h30. Les produits recherchés sont par exemple des produits logistiques avec des sacs de couchage, des couvertures de survie ou encore d'hygiène, savon, dentifrice, brosse à dents, couches, lait maternisé. Les produits de secours sont aussi énormément demandés. Les gants à usage unique, les masques chirurgicaux, bandages, pansements ou encore, Émilie, les solutions antiseptiques. Solidarité toujours avec la kermesse de l'œuvre de Sœur Marie qui a débuté ce vendredi du côté de Fontvieille. L'œuvre de Sœur Marie est une association non gouvernementale qui a pour but de venir en aide aux personnes âgées de la Principauté et des communes limitrophes. L'association leur apporte notamment un soutien financier. Les fonds versés proviennent essentiellement de sa grande kermesse. Elle a donc débuté ce matin à 10h et se terminera par un dîner organisé par les 3 Tapas Monaco sur le thème de l'Espagne. Ce samedi, la kermesse se poursuit de 10h à 17h, Émilie. La journée sera notamment rythmée par le tirage au sort de la grande tombola et par un défilé de mode organisé par la styliste monégasque La Mom de Monac. Ne manquez pas donc cet événement solidaire qui durera jusqu'à demain sous le chapiteau de Fontvieille. Cette information à présent, Julia, la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, est intervenue dans le cadre du segment de haut niveau de la 49e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui se tient jusqu'au 1er avril. À cette occasion, le conseiller ministre a tout d'abord rappelé que la pandémie a des conséquences directes sur la réalisation des droits de l'homme et la pleine jouissance des libertés fondamentales. Elle a également fait part de la préoccupation de Monaco quant au recul des droits des femmes dans plusieurs régions du monde, notamment en Afghanistan. La lutte contre les violences envers les enfants est aussi une priorité défendue par le gouvernement princier, avec par exemple l'adoption récente de la loi relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire. Pour finir, Isabelle Béraud-Amadei a exprimé la satisfaction de la Principauté sur l'adoption d'une résolution pour le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable. Merci Julia. Santé à présent, ce mois de mars lance la campagne Mars Bleu. Cette opération vise à alerter sur la nécessité de se faire dépister contre le cancer colorectal. Il faut savoir que le cancer du côlon touche chaque année 43 000 personnes en France. Alors comment fonctionne le dépistage ? Qui est concerné ? Pour le savoir, nous avons contacté le responsable dépistage et prévention au centre hospitalier Princesse Grasse. Bonsoir docteur Henri Vinti. Bonsoir Émilie. Le cancer du côlon reste un problème important de santé publique ? En effet, c'est un problème très important de santé publique puisqu'il faut le rappeler, il représente en termes de mortalité la 2e cause de mortalité par cancer chez l'homme et la 3e chez la femme. Et il y a des signes auxquels nous devons être attentifs ou il y a des facteurs qui augmentent le risque du cancer du côlon ? On considère qu'on peut éviter quasiment 40% des cancers par de simples mesures hygiéno-diététiques. Lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme, lutter contre l'obésité, la consommation d'acides gras saturés, la consommation excessive de viande et éviter la sédentarité. Et la prévention, docteur, passe aussi par le dépistage, il est nécessaire de le rappeler. Particulièrement le cancer colorectal, il dispose d'un test de dépistage, ce qui permet d'ailleurs de réaliser ce qu'on appelle un dépistage organisé. Et ce test est d'une réalisation extrêmement simple et permettrait d'éviter, là encore, un certain nombre de cancers. Comment se déroule cet examen, docteur ? La population cible du dépistage va recevoir une lettre d'invitation par le Centre monégasque de dépistage et va pouvoir venir chercher son kit de dépistage soit au Centre monégasque de dépistage, où nous sommes actuellement, soit chez son médecin traitant, soit dans le cadre de la médecine du travail lorsqu'ils font l'objet d'une convocation. Alors ce kit de dépistage, il comprend 3 choses.
tout d'abord un mode d'emploi. Deuxièmement, la partie recueil de la selle qui s'incorpore très facilement sur votre cuvette habituelle, qui va permettre de recueillir sans contamination la selle. Et le troisième, il s'agit d'un petit écouvillon avec lequel vous allez gratter très superficiellement la selle. Alors pourquoi superficiellement? Parce que la partie superficielle des selles est la partie qui est directement en contact avec une lésion potentiellement saignotante. Lorsque vous avez recueilli sur l'écouvillon l'échantillon, vous le remettez dans la petite boîte réservée à cet effet, vous remuez et vous renvoyez tout ça par la poste, c'est gratuit, vous le mettez dans une boîte postale ou vous le ramenez au centre monégasque de dépistage au choix. Et à partir de quel âge il est conseillé de faire cet examen? Alors, les lettres d'invitation sont envoyées à partir de 50 ans et à Monaco, nous avons repoussé la limite jusqu'à 80 ans, donc de 50 à 80 ans. Je rappelle qu'en France, le programme de dépistage, c'est de 50 à 74 ans. Est-ce qu'il y a des symptômes, docteur, qui peuvent nous alerter? Un de vos confrères nous disait que le cancer du côlon est assez sournois, c'est le cas? C'est vrai, mais il faut savoir que le dépistage en soi, le dépistage organisé, s'adresse essentiellement à une population qu'on appelle à risque standard, c'est-à-dire qui n'a aucun symptôme. Et là, il est important de souligner que lorsque vous avez des symptômes, ou pire, si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de polypes ou de cancer du côlon, vous ne relevez plus du dépistage, vous relevez d'emblée d'un suivi colonoscopique. Ça, c'est un point important à souligner. Une fois détecté, est-ce que c'est un cancer qui se guérit facilement? Où en est la recherche d'ailleurs? On peut dire qu'un cancer dépisté est un cancer potentiellement curable, guérissable. Donc, des vies sauvées en quelque sorte. Eh bien, merci beaucoup Henri Vinti d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info à l'occasion de cette campagne Mars Bleu. Merci infiniment. Merci à vous. Du sport à présent avec du basket. Monaco est passé tout proche de l'exploit hier en Euroleague face au leader, le FC Barcelone. Comme au match aller, la Roca Team a accroché les Catalans, mais à domicile et porté par leurs supporters. Le Barça s'est montré solide. Le résumé de la rencontre, c'est avec Yannick Debevert et Sylvain Péroumal. Il ne manquait rien à la Roca Team pour repartir de Barcelone avec la victoire. Dominé une bonne partie du match, Monaco a fait preuve de résilience pour offrir aux fans de basket une fin de match haletante. Le premier quart-temps est équilibré, mais les intérieurs monégasques sont dépassés défensivement et se retrouvent rapidement avec 2 fautes handicapantes. Sertac Canli profite de cette faille qu'il a lui-même créée pour inscrire 7 points rapidement. Les Monégasques ne se laissent pas faire pour autant et finissent bien le quart-temps dos à dos avec leurs adversaires. En deuxième quart-temps, Nigel Hayes-Davis, inarrêtable, montre la voie aux Barcelonais pendant que Motié Younas récite ses moves côté Monaco. En fin de première mi-temps, Barcelone inflige un 10-2 à la Roca Team avec ses 2 tirs longue distance assassins de Jokubaitis et Laprovitola. 42-36 Barça au bout de 20 minutes. Il pénètre, il ne trouve pas le cercle, au buzzer! Will Thomas au buzzer! On prend ce panier! Le troisième quart-temps est le théâtre d'un match dans le match. Dante Exum contre Dwayne Bacon. L'Australien du FCB 22 points lance les hostilités. Le Barça va compter jusqu'à 16 unités d'avance sous son impulsion. C'est ensuite au tour de Dwayne Bacon, 16 points, de faire son show. Absent lors des 2 derniers matchs, l'Américain a faim de panier. Avec lui sur le terrain, les Monégasques passent un 13-3 pour revenir sur les talons du Barça à l'orée des 10 dernières minutes. Là, mon Dieu, le show de Dwayne Bacon! Monaco fait l'effort et passe même devant sur 3 lancers francs réussis d'un Mike James à 19 points et 6 passes décisives. Monaco est devant! Malgré cela, Barcelone ne tremble pas. La Roca Team, quant à elle, bafouille cette fin de match. Dante Exum fait passer son équipe à 5 points d'écart sur ses lancers francs donnés à 33 secondes de la fin. Mike James relance le suspense dans les ultimes secondes sur ce shoot du parking, mais c'est trop tard.
Le Barça gère la fin de cette rencontre pour la remporter 88-83. C'est une défaite frustrante parce que ça se joue encore sur les derniers instants, sur les petits détails. Honnêtement, j'ai l'impression que ce match-là, on leur donne un peu. Voilà, c'est l'expérience, il faut apprendre, grandir et pas réitérer les mêmes erreurs plus tard. Prochain rendez-vous européen vendredi face à l'Anadolu Efes Istanbul à Gaston Médecin. Les champions en titre sont des concurrents directs à la Roca Team dans la course aux playoffs. Oui, avant la prochaine échéance européenne, les Monégasques reçoivent Bourg-en-Bresse demain à 18h à Gaston Médecin en championnat. On reste dans le sport avec vous, Julia Vial. Julia, outre le match entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain, l'autre choc de la 27e journée de Ligue 1, c'est l'AS Monaco qui se déplace au Vélodrome dimanche. Oui, tout à fait, Émilie. Et cette rencontre déterminante débutera à 20h45. Et avant même de se mesurer, les deux compositions semblent avoir un point commun. L'AS Monaco et l'Olympique de Marseille sont les deux équipes qui ont subi le moins de tirs cette saison. Comprenez donc que leur défense est très efficace. Ce match promet donc d'être intense, d'autant qu'après 2 matchs sans victoire, Marseille voudra l'emporter pour ne pas voir sa deuxième place être menacée. De leur côté, les Monégasques, qui restent sur une défaite à domicile contre Reims, devront gagner, Émilie, s'ils ne veulent pas voir l'Europe s'éloigner. Philippe Clément, l'entraîneur des Rouges et Blancs, était cet après-midi en conférence de presse. Nous l'écoutons. C'est un match difficile. Ils sont en deuxième place, c'est clair. Ils ont gagné le premier match 0-2 contre Monaco. Et ils étaient à ce moment aussi l'équipe qui était beaucoup mieux dans le jeu. Pour ça, c'est un grand défi, mais je sens que tout le monde a beaucoup d'envie. OM-AS Monaco, c'est donc ce dimanche à 20h45. Et oui, l'AS Monaco qui aura à cœur de se racheter auprès de ses supporters après son élimination en demi-finale de la Coupe de France. Un mot, Julia, à présent sur cette brocante organisée au profit de l'Association pour le devoir de mémoire. Elle se tiendra du 21 mars au 2 avril à la Maison de France. La brocante aura lieu tous les après-midi, du lundi au samedi de 14h à 18h. Tous les objets vendus permettront à l'association de monter sa prochaine exposition. Elle s'intitule « Douleurs et tourments civils dans les conflits européens du XXe siècle, de 1914 à 1945 ». Le futur musée de la Résistance bénéficiera aussi des fonds récoltés durant cette brocante. Alors, si vous avez envie de chiner des objets uniques venant de vieux greniers, rendez-vous au 42 rue Grimaldi pour faire vivre et revivre la mémoire de la France. Nous vous parlions d'un week-end sportif en principauté avec notamment la Coupe Davis et Monaco qui reçoit le Maroc sur les terrains du Monte Carlo Country Club. Un autre événement organisé par le Yacht Club de Monaco se déroulera au même moment en baie de Monaco. Bonsoir Olivier Campana. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On peut dire que c'est 2 événements en un ce week-end pour le Yacht Club. Parlons tout d'abord de la 38e édition de la Primo Cup. C'est un rendez-vous qui est désormais une tradition à Monaco. C'est un rendez-vous historique parce que les gens que je vois, pour certains, y participent depuis la première édition de 1985. C'est la 38e aujourd'hui. On a beaucoup de marins qui ont navigué, qui ont usé leurs culottes sur les bancs des bateaux. Moi, personnellement, je la faisais quand j'étais à la section sportive du club en 89. Vraiment le rendez-vous de la saison, de tous les séries monotypes de la Méditerranée et extérieure. Alors combien de marins sont engagés cette année et dans combien de catégories, Olivier ? On a 4 catégories différentes. On a eu la série phare qui est le J70, série dont on aura le championnat du monde du 14 au 22 octobre cette année avec 90 bateaux. On a la série des Smeralda qui est un bateau historique qui est depuis plus de 20 ans au Yacht Club. Les longues et une nouvelle série car la Primo on a toujours voulu développer des nouveaux bateaux, des séries montantes et aussi des nouvelles techniques de navigation ou de parcours qui s'appellent les RS21. Donc un panachage qui fait arriver à une centaine de bateaux, 400 marins de 14 nationalités différentes. Parmi eux, il y a toujours eu des grands noms de la voile. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu un événement incontournable, cette Primo Cup ? C'est le rendez-vous hivernal des événements de la saison nautique, sachant que plus au nord, en hiver, c'est plus délicat de naviguer. On sait qu'à Monaco, la saison de décembre à mars, il y a des conditions météo assez intéressantes. La journée d'aujourd'hui et le week-end se présentent vraiment sur des bonnes augures de conditions de voile, de conditions de navigation. Je crois qu'on va avoir des super images.
Olivier Campana, l'autre rendez-vous, c'est le 4e et dernier acte des Monaco Sport Boat Winter Series. Ça sera un rendez-vous important pour les équipages monégasques. Complètement, parce que le Monaco Sport Boat Winter Series sert entre autres à qualifier les équipages monégasques pour le championnat du monde. On s'est rendu compte que les gens venaient l'hiver, mais qu'on leur faisait qu'un ou deux week-ends de régate. Autant en profiter, vu qu'on met en œuvre les structures et que les bateaux viennent, de les faire naviguer plusieurs fois. Le premier acte a été en novembre, décembre, février et mars. C'est vraiment le championnat en plusieurs épisodes là-dessus, avec une bagarre assidue. Et à aujourd'hui, je ne peux pas encore pronostiquer le podium de dimanche. Ce championnat du monde, vous l'avez dit, aura lieu à Monaco en octobre prochain. Cela place le Yacht Club de Monaco comme un lieu incontournable et reconnu aussi pour les régatiers. Très clairement, on a la chance d'avoir d'abord un nouveau bâtiment qui est un écrin pour la compétition, d'avoir des équipes au club, aussi bien de bénévoles que de professionnels, et le soutien du gouvernement princier avec les différents organismes pour créer l'événement. On dit souvent Monaco, il n'y a pas de vent, c'est une légende parce qu'on a vraiment des pourcentages de navigation très importants. C'est se retrouver entre amis, moi j'insiste vraiment sur l'amitié des marins et la relation personnelle qu'on lie au fur et à mesure des années avec l'ensemble des concurrents. Un dernier mot, Olivier Campana, vous avez été fraîchement élu président de la classe monégasque des J70. C'est une série qui fait preuve de beaucoup de dynamisme. C'est une série, alors quand j'ai commencé à naviguer, on avait le J24, c'est l'évolution des séries. Le J70, il y a plus de 400 bateaux qui ont été construits. Une réelle dynamique des membres du Yacht Club qui font des résultats. On a Loïc Pompé qui fait 6e au championnat d'Europe l'an dernier. On a Ludovico Fasitelli. Tous les membres du club sont présents avec une dynamique de classe. Le fait d'être président, c'est un titre, d'abord c'est travailler avec des amis, des gens que je connais beaucoup depuis longtemps. C'est vraiment être le plus actif et continuer le travail fait par le bureau président et par les équipes. Eh bien, merci beaucoup Olivier Campana d'avoir été avec nous depuis le Yacht Club. Merci infiniment. Merci beaucoup Émilie, bonne continuation et bonne soirée. Intéressons-nous à présent à la première édition du Monaco Red Touch Challenge. Les jeunes de la Principauté avaient jusqu'au 13 février pour monter un projet solidaire ou social s'inscrivant dans l'un des 3 thèmes proposés. À l'honneur cette année, l'aide aux populations vulnérables, l'impact environnemental et l'éducation. Plus de détails dans ce reportage d'Anaïs Riu. C'est au musée océanographique que les 12 groupes sélectionnés ont soutenu tour à tour leur projet face aux membres du jury des 2 associations. Comme ses concurrents, Arthur, 14 ans, avait 10 minutes et pas une de plus pour présenter son projet sur le thème de l'éducation. Alors j'ai choisi vraiment la thématique de l'investissement de la jeunesse et le soutien à l'enfance en difficulté. Donc mon projet en fait c'est de vendre de la limonade sur un stand à un nombre de manifestations notamment sportives où les gens chercheront à se désaltérer. Donc c'est un concept qui est en fait anglo-saxon et que j'aimerais transposer à Monaco. Alors ça fait depuis une petite année que ça me trotte dans la tête, mais c'est vraiment grâce au Red Touch Challenge que j'ai vraiment pu construire le projet et construire mon plan. Donc à peu près 1 an je pense. Responsable depuis peu du pôle avenir de la Croix-Rouge monégasque, Camille Gottlieb est marraine du challenge ainsi que membre du jury. Sensibiliser les jeunes monégasques aux différentes causes lui tient particulièrement à cœur. On voulait vraiment inciter les jeunes de Monaco à se responsabiliser, à se motiver tout seuls et à essayer de convaincre les gens aussi et les membres de l'administration donc du coup de la Croix-Rouge et de l'association Sainte-Dévote pour mener à bien leur projet en fait et pour vraiment nous expliquer où veulent aller leurs projets, etc., pour vraiment les sensibiliser un maximum à faire de l'humanitaire. À ses côtés se tenait la fondation Sancta Devota qui participe également à la concrétisation et à l'accompagnement des 2 meilleurs projets retenus. Je trouve que surtout dans cette période un peu particulière dans laquelle nous sommes, nous sortons d'une pandémie, il y a la guerre pas très loin, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général. Je trouve que ça apporte une bouffée d'oxygène de voir des jeunes, encore une fois locaux, qui ont plein d'idées. Je trouve que c'est vraiment très porteur d'espoir que ces jeunes, qui sont peut-être des futurs citoyens du monde, voient la société dans laquelle ils vont évoluer dans plusieurs années. La remise des prix aura lieu le 30 mars. Le premier projet sera récompensé d'un chèque de 2 000 €, puis le deuxième, 2 000 €. La jeunesse au cœur de projets solidaires, la jeunesse qui aura pu aussi profiter d'un concert mercredi à l'espace Léo Ferré. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avait invité l'écrivain Daniel Pénac à raconter L'œil du loup, une histoire extraite de son roman éponyme paru en 1984 et illustrée musicalement par Carole Beffa. Retour sur ce concert avec José Sacré. Les hommes ont 2 peaux. La première est toute nue, sans un poil, la seconde c'est la nôtre.
Écrivain connu et apprécié par un large public, Daniel Pénac était mercredi 2 mars l'invité du concert jeune public de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, placé sous la direction de Philippe Béran. Daniel Pénac a raconté L'œil du loup, adapté de son roman paru en 1984, l'histoire d'un face-à-face prolongé et muet entre un vieux loup d'Alaska, borgne, et un enfant africain orphelin. C'est le même conte, mais qui... C'est ça que j'aime dans ce genre d'exercice, qui a donné prétexte à une autre création, qui est la musique de Carole Beffa. Et ça me plaît beaucoup, qu'une œuvre littéraire donne l'occasion à un compositeur de faire sa propre œuvre à partir d'elle. J'aime beaucoup ce genre de choses. Mais le lendemain, en se réveillant, la première chose que voit le loup, c'est ce garçon debout devant son enclos, là, exactement au même endroit que la veille. La musique est de Carole Beffa, c'est une musique effectivement qui a été créée par un compositeur contemporain, il vit encore, il a la petite quarantaine, mais c'est une musique qui est parfaitement audible, elle est parfaitement tonale, elle est très bien écrite, des très belles orchestrations, dans un registre Ravel, Debussy, Dutilleux quand même, donc une musique qui est riche, très abordable. Et voilà, et la magie de ce spectacle, c'est bien sûr Daniel Pénac qui raconte lui-même l'histoire qu'il a créée, et voilà, et la musique est au service de cette histoire. Le public, composé d'enfants, certains tout petits, a été véritablement envoûté par cette belle histoire d'amitié entre un animal et un enfant. J'aime bien le type de réceptivité. Quand ils sont pris par le récit, il y a un type de fascination qui est encore plus spectaculaire que chez les adultes. Ça, j'aime beaucoup. Également séduite par le talent du conteur et récitant Daniel Pénac, la direction de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a décidé de le réinviter la saison prochaine. Après cette pause musicale, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Julia ? Eh bien, il va pleuvoir une grande partie de la journée. Ce week-end ne sera donc pas propice aux grandes balades dans la principauté. Les températures oscilleront entre 6 et 9 degrés. Couvrez-vous. Demain, nous fêterons les Olivia. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Manuel Vitali et nos valeureux basketteurs monégasques qui n'ont pas démérité hier soir face à Barcelone en Euroleague. À suivre, votre magazine Les Experts, Frédéric Elion, Christophe Paco et Laurent Orsini décrypteront pour vous les rencontres de Lucas Catarina et Valentin Vachereau en Coupe Davis. Je vous rappelle d'ailleurs que Monaco mène 2-0 face au Maroc. L'équipe compte sur vous pour venir les supporter demain au Monte Carlo Country Club. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition.